La tête fémorale, c'est l'OMTF de l'adulte, c'est quand elle se casse, elle se casse. D'accord? Donc c'est une pathologie où il y a plus de 2000 articles dans la littérature qui parlent de cette pathologie. Mais, si vous voulez, elle a été connue par 3 chercheurs, c'est Legg, Calvé et Peter. D'accord? Chacun d'entre eux a essayé de faire un plus parce qu'au départ, ces nécroses, ces pathologies de la hanche de l'enfant étaient beaucoup plus liées à la tuberculose. D'accord? Et après, ces trois médecins ont constaté que ça n'avait rien à voir avec des pathologies infectieuses et ils ont fait des observations sur des petites populations de malades et ils ont constaté, si vous voulez, constaté des lésions identiques dans plusieurs régions, parce qu'il y en a un qui est de Boston, l'autre qui est de la France, et un autre, et peut-être là. D'accord? Donc, ils ont constaté, après en ramassant toutes ces informations, ils ont fait le diagnostic de cette pathologie. Pourquoi on l'a fait? Bon, c'est vrai que c'est un cours, je vous dis, pas gros, mais l'ostéochondrite primitive de la hanche occupe la 2e place en orthopédie pédiatrique après la luxation congénitale de la hanche. D'accord? Elle touche une population qui varie entre 0,4 à 29 pour 100 000 habitants. Pourquoi ces chiffres sont comme ça très loin? Parce que, si vous voulez, en Europe du Nord, elle est fréquente. En Afrique, elle est rare. Donc elle est rare chez le noir. Elle est aussi rare chez les Indiens. Elle touche beaucoup plus les garçons que les filles. Donc 4 garçons pour une fille. Elle est unilatérale 9 cas sur 10, mais elle peut être bilatérale. Et dans ce cas, il faut chercher une étiologie quelque part, surtout l'hypothyroïdie. Elle est fréquente en Europe du Nord, comme je vous l'ai dit, rare chez les Noirs. Et on peut trouver des caractères héréditaires. Il y a des familles d'ostéochondrites primitives de l'homme. D'accord? Donc, il faut connaître un peu l'anatomie de l'enfant parce que l'anatomie de l'enfant est particulière. D'accord? C'est, si vous voulez, le développement de la vie intra-utérine au grand adolescent passe par plusieurs étapes et spécifiques, et spécialement la hanche, la tête fémorale et le dent du côté. Ok? La tête fémorale. Le futur de la tête fémorale, en fait, c'est ses rapports avec le côté. Ok? Il y a des phases de développement, mais si la tête fémorale est luxée, comme la luxation de hanche, elle va se développer autrement. Quand elle est à l'intérieur, elle est bien moulée par le cotyle, elle va se développer correctement. Quand elle appuie sur un bord, un sourcil cotylodien, elle va se développer d'une autre manière. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la tête, l'avenir de la tête fémorale de l'enfant est sous la dépendance de la qualité, de sa congruence avec le côté. Donc, sur le plan anatomique, il faut savoir que l'extrémité supérieure du fémur est composée de noyaux épiphysaires. Il y a le noyau du grand tronc, le noyau de la tête fémorale. Il faut savoir qu'il y a le cartilage de croissance qui sépare la calotte épiphysaire de la métaphyse et le cartilage du grand trochontaire qui sépare le noyau épiphysaire du grand trochontaire avec le reste de la métaphyse. Donc, si vous voulez, c'est un peu presque comme celui de l'adulte, mais il y a des zones de croissance. La vascularisation aussi chez l'enfant. Comme le cotyle aussi, il y a un cartilage très radié qui sépare les 3 composantes du cotyle, les lions, l'ischio et l'os pubien. D'accord? Mais sinon, il n'y a pas de particularité. Bon, la capsule, elle est comme celle de l'adulte. Chez l'enfant, il y a le bourrelet qui est cartilagineux, qui couvre plus. La tête
fémorale qui a agrandi un peu la profondeur du côté. Sur le plan vasculaire, la vascularisation épiphysaire et métaphysaire sont séparées par le cartilage de croissance. Et s'il y a contact entre les vaisseaux épiphysaires et les vaisseaux métaphysaires, il va y avoir des ponts d'épiphysiologie. D'accord? Le bon Dieu a créé les choses ainsi pour que l'enfant puisse grandir. Cette extrémité supérieure du fémur est comme celle de l'adulte. Elle est principalement vascularisée par l'artère circonflexe antérieure et l'artère circonflexe postérieure. Bien sûr, il y a l'artère du ligament. En fait, l'artère du ligament rond, c'est juste au début, juste à la naissance. Mais après, elle devient pratiquement inutile. Et elle ne vascularise que la fourrure. Alors que l'artère circonflexe postérieure, c'est elle qui s'occupe de la vascularisation de la grande partie de l'épiphyse fémorale. Et vous devinez que la lésion de cette artère va créer des nécroses automatiques. Il faut savoir aussi qu'elle est plaquée sur la paroi postérieure et plaquée avec la capsule. Donc, imaginez, quand vous faites une induction, une rotation interne, on crée des pressions sur cette vascularisation postérieure. D'accord? Et c'est éliminé comme facteur induisant l'ostéochondrite primitive chez certains enfants qui sont dans des positions un peu particulières. D'accord? Donc, principalement, la vascularisation de l'extrémité supérieure de la calotte épiphysaire est assurée par l'artère circonflexe postérieure. Donc, on a dit que la croissance fémorale supérieure est sous la dépendance de trois facteurs, donc le cartilage de croissance, la vascularisation et les forces mécaniques exercées. D'accord? Et il faut, comme je vous ai dit au départ, que la tête fémorale est un dent du côté. Il faut savoir qu'il y a une antiversion au départ de l'extrémité supérieure. Cette antiversion, elle va disparaître progressivement jusqu'à l'âge de 6 ans pour être rétroversée d'environ 15 degrés. L'angle cervico-diaphysaire, au départ, il est à 145, voire comme ça va là, et après il diminue pour être norme. D'accord? Voilà, un peu, je vous ai schématisé un peu la forme du fémur qui se développe au cours des années. Il faut savoir aussi que l'os spongieux chez l'enfant est très vascularisé, il est très compact. Et après, au fur et à mesure dans la croissance, il va être beaucoup plus entravé, toujours spongieux, vascularisé. Ok? On va dire un petit mot sur l'anatomie radiologique. Vous voyez bien sur le premier cliché, quelqu'un qui pensait, c'est une radio d'un enfant de 3 mois. Vous voyez que les têtes, on ne les voit pas, les moyens épiphysaires, on ne les voit pas. D'accord? Donc avant l'âge de 4 mois, il est inutile de demander une radio chez l'enfant parce qu'on ne voit pas. D'accord? Et on peut avoir des enfants qui viennent pour des douleurs de la hanche. Ça arrive, comme les rhumes de hanche, les arthrites transitoires. Donc, on peut faire une radio comme ça, on se dit, ah, il y a un problème, il n'y a pas de noyau. Donc, le noyau existe, mais il n'est pas encore visible. On commence à voir généralement le noyau épiphysaire à partir de l'âge de 4 mois. Donc, à 8 ans, vous voyez que c'est bien constitué, la tête est sphérique, le cartilage de croissance est visible, le col est bien visible, et l'angle cervico-diaphysaire est presque normal. Donc, à partir de 15, 16 ans, 17 ans, le cartilage de croissance au niveau de l'extrémité supérieure disparaît. D'accord? Et là, c'est la morphologie d'une hanche d'un adulte. Vous voyez un peu la radio pour vous faire un peu joli. Hein? Cartilage, c'est l'épiphyse. Là, la tête fémorale, c'est l'épiphyse. Le cartilage de croissance de la fille. Alors, le cartilage de croissance, il peut, enfin, son développement au cours de la croissance, au départ il est vertical et après il s'horizontalise petit à petit, progressivement pour être jusqu'à fusion. D'accord? Il est vertical, après il perd de sa verticalité jusqu'à ce qu'il soit horizontal et après il fusionne à la fin de la croissance. Donc la métaphyse, c'est la zone qui est juste en dessous du cartilage et le col, vous le voyez bien, bon, pas vous faire le schéma du col. Hein. Donc, sur le plan physiopathologique, la cause principale de l'ostéochondrite primitive, c'est l'ischémie du noyau épiphysaire fémoral. D'accord? Ce n'est pas définition. Mais cette cause
points d'interrogation. Donc, sur le plan physiopathe, il y a beaucoup d'écrits. Vous allez voir, je vais vous emmerder, pardon du terme, avec plein d'auteurs et plein de théories. Donc, sur le plan physiologique, jusqu'à l'heure actuelle, personne n'a écrit un truc consensuel sur cette pathologie. Donc, c'est sûr qu'il y a une interruption vasculaire, c'est la cause la plus citée dans la littérature. Donc, soit il y a une occlusion des vaisseaux épiphysaires, c'est très tard, en 57, soit il y a une interruption des artères capsulaires supérieures, c'est la théorie de Théron, une occlusion peut-être partielle ou totale de l'artère circonflexe médiane ou ses branches, des Camargo, en 84. Atsushi parle de l'interruption à l'origine de l'artère épiphysaire laterne. Vous voyez, c'est plusieurs théories qui sont citées par les. Ce qui est sûr, c'est que Théron a ramené quelque chose d'objectif. Il a fait une angiographie de la hanche. Comme vous le voyez bien, bon, en haut, ce que vous voyez là, c'est le point où il y a eu compression. Et il a remarqué quelque temps après, avec la même lésion, c'est le même malade, que là où il y a l'étoile, là où il y a le point B, donc il y a un cicatrice épiphysaire qui commence à se voir sur cette canne. Donc là, il confirme maintenant avec des apports objectifs. Ce que vous voyez en bas, c'est une pièce qui a été prise sur cadavre, qui a été réalisée par Raphaël Seringe, donc qui montre des lésions macroscopiques avec un aplatissement de la tête, déjà très jeune, hein, très petit. Et quand il a fait la coupe, il a trouvé des régions, des zones de nécrose et de régénération. Donc c'est une maladie qui construit, qui casse et qui construit en même temps. Donc c'est une maladie qui est sur le plan anatomopathologique, il y a une intrication entre des zones de nécrose, des zones de reconstruction, des zones de nécrose, et ça fait jusqu'à, bien sûr, à la fin de l'évolution de cette maladie. Donc, d'autres auteurs n'incriminent pas l'origine artérielle et te disent que c'est possible que ce soit une anomalie dès le départ du retour veineux. C'est ce qu'ils ont appelé la tamponnade. Donc, dans ces cas-là, ils ont constaté que le retour veineux est long. Ils ont trouvé plusieurs thromboses de la veine circonflexe. Il y a un mauvais drainage avec des membres qui sont un peu augmentés de volume et augmentation des pressions intra-osseuses de la tête et du col fémoral. Donc, c'est pour ça qu'ils sont. Alors, c'est surtout Surato, Green, Lieu et Kemp. D'accord? Kemp, c'est le dernier en 86. Donc, soit aussi, ils ont incriminé maintenant, dehors des causes vasculaires, les causes anatomo-fonctionnelles et bien sûr, qui ont un retentissement sur la vascularisation. Atsumi parle d'une perfusion céphalique diminuée. Donc, il y a un retentissement, il y a une diminution du flux vasculaire quand l'enfant est dans une position un peu particulière, en abduction et en rotation. Séguin, en 2008, et Aksoy et Perry ont incriminé des troubles endocrins qui causent, ces troubles endocrins vont causer un dysfonctionnement de l'endothélien. Donc il va engendrer un dérèglement du tonus vasculaire, de l'agrégation plaquettaire et bien sûr des troubles de la fibrinolyse. D'accord? Qui vont être sujets à faire des thrombus. Ces thrombus vont causer l'ostéochondrie. Perry, en 2012, a incriminé il a donné une cause à effet en disant qu'il peut y avoir des anomalies du calibre vasculaire lui-même, ou bien le calibre est normal, mais le débit est ralenti. Donc, ça reste toujours des théories. Et bien sûr, il y a aussi des anomalies du développement de la hanche et de la maturation osseuse céphalique. Bon, pour les problèmes de développement, ils ont constaté que c'est une pathologie qui survient sur des enfants qui ont un retard de croissance pendant la vie intra-utérine. Ils sont nés, ils naissent avec des petits poids à la naissance, des retards de croissance après, et généralement, c'est des enfants qui sont
ça survient sur des enfants qui ont des petits. Maturation osseuse, donc c'est la rétro. Je vous ai dit que la tête est le don du cotyle. Donc imaginez que s'il y a une rétroversion, si le cotyle regarde en bas, il va y avoir des pressions en avant de la tête, donc qui peuvent engendrer cette pathologie. On peut, par exemple, constater aussi que ça survient sur des petits noyaux épiphysaires. Ils ont constaté aussi que ça survient sur des enfants qui ont un cartilage articulaire plus épais que la normale. Donc, ils ont dit que comme le cartilage est très, très épais, il y a une compression importante, donc la vascularisation ne se fait pas bien. Et ça peut être la cause d'une ostéochondrite primitive. Donc, autre trouble, donc on peut y avoir des troubles, il peut y avoir des troubles de la coagulation sanguine, l'hyperviscosité ou les thromboses, maladies thrombogènes, sollicitation mécanique excessive avec augmentation des contraintes mécaniques et hyperactivité, surtout pourquoi ils ont incriminé cette hyper sollicitation articulaire, parce que c'est une pathologie qui survient sur des enfants hyperactifs le plus souvent. Des enfants qui sont turbulents. On ne vient jamais vous dire voilà, mon fils, il a mal à là, mon fils il joue beaucoup, il est tombé, il a joué au vélo. Et ben, après, il commence à se sentir des douleurs, on le ramène en faisant une radio, on voit qu'il y a une nécrose sur cette tête fémorale. Bien sûr, on incrimine toujours cette pathologie au contexte environnemental. On dit que c'est une pathologie qui survient sur des enfants qui vivaient dans un milieu de tabagique, donc j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de fumeurs ici. Donc c'est des enfants, soit les deux parents sont fumeurs, soit ils vivent dans un milieu où il y a trop de fumée de cigarettes et tout. Soit, ils ont constaté aussi que dans les pays scandinaves, les gens qui se chauffaient avec le bois, avec des enfants qui faisaient des ostéochondrites primitives. Et bien sûr, le bas niveau socio-économique. Et aussi, ça se voit chez les obèses. Chez les obèses, c'est beaucoup plus l'épiphysiotisme que l'ostéochondrite primitive. Alors, c'est une pathologie qui évolue lentement. D'accord? C'est une pathologie qui évolue lentement sur plusieurs phases. Est-ce que le schéma que vous avez vu, que vous voyez ici, qui a été fait par Rémi Collet et Raphaël Seringe, montre bien un peu les stades évolutifs de cette maladie. Donc, c'est une maladie qui passe par une phase silencieuse, c'est la phase d'incubation. Et c'est là où il serait idéal de penser à cette maladie et de chercher cette maladie. Après, il y a la phase initiale ou la phase de nécrose. Regardez juste la phase de nécrose, combien elle peut durer. Une phase de revascularisation ou de résolution. C'est la phase où il y a la reconstruction, dégradation des cellules mortes, apport osseux. Et elle peut durer entre 4 à 6 mois. Et après, c'est la phase de reconstruction. Bien sûr, phase qui débrie, donc, c'est la phase qui dure à peu près 4 à 6 mois. Et après, à la fin, c'est le remontage. Le remontage, et là, la tête, elle prendra la forme qui va être gérée par l'endroit où elle va être. Si elle est à l'intérieur du côté, elle va prendre la forme du côté. Si elle est à l'extérieur, elle va prendre la forme qu'elle veut. Si elle est appuyée comme un truc, elle va se déformer automatiquement. D'accord? Donc, est-ce que jusque-là, le message passe? Ok. Bon, voilà, un peu sur les phases radiologiques. Les différentes phases vont donner des aspects radiologiques différents. D'accord? Les aspects radiologiques, là c'est beau, c'est magnifique. D'accord? On a phase de condensation, fragmentation, reconstruction et déformation. C'est bien, d'accord? Le plus souvent, les radiographes, vous allez les voir, surtout en Algérie, c'est soit à la fragmentation, c'est souvent à la fragmentation. Et à la phase de fragmentation, c'est la phase que je déteste le plus, parce qu'on dit 10 mois, mais en fait, ça peut durer
3 mois, comme ça peut durer 5 ans. C'est une phase très très longue. Et c'est là où les enfants, parce que imaginez un enfant que vous gardez de l'abduction pendant 1 an ou 2 ans, ou là, comment il va devenir? C'est de la folie. Comment on va gérer un enfant sur un fauteuil roulant en lui disant il ne faut pas que tu appuies, il faut que tu restes en abduction, il ne faut pas que tu appuies. En lui disant il faut que tu dormes avec des attelles en abduction la nuit, c'est vraiment la phase la plus stressante sur la vie. Donc c'est un peu schématisé. Donc dans la phase de condensation, on voit que la canal épiphysaire prend un aspect dense. Puis on va voir que cet aspect il va changer. C'est comme si on émiettait la calotte épiphysaire, et bien sûr il y a des signes qui suivent. Il y a le col qui devient large et court, parce qu'il essaye de grandir, mais malheureusement il est gêné. Il y a un effort important au niveau de la tête, il y a le barrage du cartilage de croissance, et ça donne ces aspects. Bien sûr, après, l'enfant, on avait dit qu'il grandissait et qu'au cours de sa croissance, il avait la possibilité de reconstruire ses régions. Donc, ça prend un aspect un peu condensé, mais ça commence à donner une certaine forme. C'est pas aussi joli que l'image qu'il y a sur le gars. Ça, c'est juste c'est des images pédagogiques. Et bien sûr, à la fin, on avait dit que la tête peut prendre la forme dans laquelle elle sera orientée, comme ici. Vous voyez, comme elle prend la forme d'un champignon, avec un col court, une tête pratiquement plate. Mais quand même, elle reste congruente avec le côté. Bon, là c'est un bon exemple. Hein. Et c'est la phase séquelaire. Je vous montrerai après des radios de... Donc, sur le plan clinique, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, en fait, le plus souvent, le malade, il consulte soit pour boiterie, soit pour douleur, soit il consulte pour autre chose, et en faisant une radio, on tombe sur la lésion. C'est les 3 cas cliniques. D'accord? Donc, comment est la douleur? La douleur, généralement, c'est une douleur au niveau de l'aine. Mais elle peut être projetée au niveau de la cuisse et du genou. Il faut se méfier des douleurs du genou. Il faut toujours demander des radiographies prenant les articulations sus et sous-jacentes. C'est-à-dire que si la balle au genou, essayez de faire inférieur en entier. Ne prenez pas. Moi, je suis déjà tombé sur une image d'un sarcome d'Ewing parce que le malade avait des radios du genou et de la hanche. D'accord? Donc, quand il vient, j'ai mal au genou, faites une radio du fémur, ça ne vous coûtera rien. C'est le même taux d'irradiation et vous allez découvrir sa lésion. Elle est de type mécanique. Donc, elle survient le plus souvent après un effort physique. Et elle prédomine en fin de journée. La boiterie, donc, l'ostéochondrite primitive, elle est discrète, fluctuante. C'est comme s'il avait une myopathie de Duchenne. Il marche comme ça. D'accord? Il appuie et vous sentez comme s'il soulevait difficilement sa hanche. Et bien sûr, dans certains cas, il peut venir pour une raideur ou une impotence fonctionnelle. Je vous ai dit qu'elle peut être de découverte fortuite. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de signe généraux. D'accord? Pas de fièvre, il n'y a pas de... C'est pas. C'est une douleur qui survient au hadar. C'est des signes, la raideur, elle est seule. La boiterie est identique. D'accord? Ok? Bon. L'examen physique, donc généralement c'est des garçons. On peut retrouver un surpoids, hyperactif. L'âge en cas de piquant, c'est l'âge de prédilection. C'est là où on voit le plus, c'est les âges où on voit le plus d'ostéochondrie. Alors, les signes les plus retrouvés dans les raideurs, c'est un défaut d'abduction suite à une contracture des adducteurs. Ok? Quand c'est chronique, quand ça traîne, on peut trouver une amyotrophie de la cuisse. Et c'est comme l'épiphysionisme, quand ça commence à prendre en phase séquelaire, on peut retrouver un signe de tréma. La flexion de la hanche, rotation automatique, rotation automatique de la hanche. D'accord? C'est bon pour la clinique, l'examen. Alors,
On va passer à la partie la plus intéressante. C'est les examens complémentaires. L'ostéochondrite primitive de hanche est une maladie à manifestation essentiellement radiologique. C'est surtout la radiologie. Ok? Donc, la radio standard peut suffire, je dis bien, enfin la machine peut suffire, suffit pour faire le diagnostic. Je dis bien pour faire le diagnostic. Ok? Bon, on peut tomber sur n'importe quelle phase d'évolution de cette maladie. Mais pour être didactique, il faut avoir une idée que d'abord, il faut faire des radiographies de face et un profil de Lowenstein. Donc, on peut faire n'importe quoi, on peut même faire un profil de Lequel, on peut faire un profil chirurgical. Mais l'idéal, c'est de faire un profil de Lowenstein. Donc, les premiers signes radiologiques se voient entre 2 et 4 mois de l'évolution de la maladie. Le noyau épiphysaire est petit, peut retrouver un aplatissement externe et des fractures sous-chondriales. Mais il y a personne qui a un pointeur. Regardez sur le profil, le pilier externe, ce que vous voyez là où il y a le coudon là, il est plus court. Regardez même en haut sur le cliché, la hanche droite. Ouais. Tiens. Hein? Non. Non. Mais personne n'a un pointeur. T'as brillé. Regarde sur le cliché de droite. Hein? Le cliché de droite. Alors le pilier externe, c'est le corps le plus externe. D'accord? Il représente 25% de la tête de l'homme. Entre 15 et 25. D'accord? Non, le profil là, regardez le face d'abord. Regardez, la carrosserie épiphysaire est plus courte. Regardez, en comparant avec l'autre côté, l'épiphyse est plus courte. Là, elle est plus petite et aplatie. D'accord? Le bord externe est plat. Enfin, je ne sais pas, désolé, c'est la seule. Je crois que c'est comme si c'est arrondi, après, je crois que ça devient horizontal. D'accord? Sur le profil, on voit déjà, c'est un rythme d'une pâte farona. Quelqu'un qui a un nom, il fait une rayure au niveau d'une pomme. Ça laisse une trace à l'intérieur. C'est l'aspect du coup d'ombre. C'est ce que vous êtes en train de. Sur le profil, vous voyez qu'il y a le cartilage, et après il y a une clarté. Il y a une petite clarté, c'est ça l'aspect en coup d'ombre. D'accord? Et ça, c'est des lésions initiales de cette maladie. D'accord? Et bien sûr, la radiographie standard peut nous permettre de faire une classification et aussi, c'est ce qui nous permet de faire la surveillance des malades. D'accord? Donc, on peut voir les premiers signes à partir de 2 à 4 mois d'évolution. Ça nous permet de faire des classifications et ça nous permet de faire la surveillance. Les signes initiaux, c'est quoi? C'est un noyau épiphysaire qui diminue de volume par rapport au côté contralatéral, donc il devient plus petit. Il y a un aplatissement externe et bien sûr une fracture sous-chondrale, le coup d'ombre sous-chondral qu'on voit surtout sur le corps. On peut le voir sur le corps. D'accord? Alors, avec les premiers signes, regardez sur le là on voit bien. Hein? Là. Regardez, il y a un petit coup d'ombre, vous voyez, c'est une petite clarté. Le bord externe, il est plat par rapport à la circonférence de l'épiphyse.
Là, il y a un élargissement de l'interligne articulaire, vous le voyez très bien, par rapport à l'autre côté, parce que l'épiphyse, elle diminue de volume, automatiquement, on va voir un interligne qui est plus large. Et sur les fractures sous-chondrales, on la voit sur le face et on la voit bien sur le pouce. D'accord? Ça, c'est les premiers signes de l'ostéochondrie primitive de l'os. Et bien sûr, après, c'est la fragmentation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette fragmentation peut être totale, partielle, centrale, latérale, entière. D'accord? Donc, c'est la phase de la maladie. Ok? Dans la phase de la fragmentation, généralement, le corps est large et l'extrémité supérieure du fémur commence à perdre de la vagination. Elle prend un aspect varisé. C'est ce qui donne plus tard la toxavarose. D'accord? Et vous voyez, regardez cette image-là. Regardez ici, elle est un peu verticale, et là, elle commence à se coucher, et ça donne un aspect en toxavarose. Donc, avec cette exploration radiologique simple, on a dit que ça nous permettait de faire une classification. La classification la plus ancienne, c'est celle de Cottrell. D'accord? Cottrell, lui, il se base sur l'étendue et le siège de la région de nécrose. Il y a 4 grades. D'accord? Bon, je vais vous les citer, ou laisse pas. Alors, ça c'est un peu schématique. Dans le groupe 1, il y a une atteinte de la partie très antérieure de l'épiphyse. Donc la nécrose, elle siège dans la partie antérieure. Ok? Il n'y a pas de séquestre osseux, donc on ne voit pas. Alors. Regardez, dans la clarté, il y a des petits morceaux d'os comme ça qu'on voit. C'est ça les séquestres. Ok? Donc, il n'y a pas d'atteinte de la métalyse. Il n'y a pas d'élargissement du col, il y a un raccourcissement. Donc, le col reste entier. Dans le grade 2, la tête est inférieure à la moitié antérieure. Les séquestres respectent le mur latéral externe de face. Image enlevée du profil et atteinte métaphysique inédite. D'accord? Regardez sur le groupe B. La tête, elle est pratiquement inférieure, elle est centrale, elle prend moins de la moitié. D'accord? Le mur postérieur, le mur externe, c'est-à-dire la partie latérale. Vous voyez sur le face, ce qui est blanc, il n'est pas touché. D'accord? Et sur le profil, ça a un aspect, c'est comme si c'est un arrachement d'une nécrose qu'on fait comme ça. Ça donne, je vous ai montré une image tout à l'heure analogique qui ressemble un peu à. Et la métaphyse, elle commence à s'élargir et à se raccourcir. Dans le grade 3, la tête est importante, elle prend les 3 quarts antérieurs de l'épiphyse, avec une atteinte métaphysique sûre. Il y a toujours une atteinte métaphysique. Dans le grade 4, la tête est totale de face et de profil, et bien sûr, le corps est court et traversé. Ok? Bon, ça, vous allez l'apprendre comme je l'ai appris. Alors, Cottrell, par contre, en analysant, faisant ces analyses, il a séparé certaines formes qu'il a appelées tétarisme. Ces tétarismes sont des têtes malades qui pourraient poser des problèmes ultérieurs. D'accord? Donc, c'est des têtes qui vont mal évoluer. Le signe le plus important dans ce texte, c'est ce que vous voyez sur cette image. En traçant une verticale sur le sourcil, sur le port supérieur de l'épiphyse,
vous voyez qu'il y a un débord, ça sort du côté. Ça sort du côté. Et il y a une image de calcification. Donc c'est le débord du pilier externe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tête s'aplattit, elle s'élargit, elle sort du côté. Ce qui fait qu'il y a une partie qui est à l'intérieur, une partie qui est à l'extérieur, et entre les deux, il y a une zone d'appui, c'est sûr que la tête va se défendre. D'accord? Donc ce sont les têtes à risque de contraire, sont toutes les têtes qui risquent de mal évoluer ultérieurement. Et bien sûr, il a mis des signes radiologiques. Ces signes radiologiques sont tous présents sur cette radio. Donc, il y a une atteinte supérieure à 50% de la tête. Là, si vous voyez, c'est presque la totalité de la tête qui est pathologique. La fracture sous-chondrale supérieure est supérieure à 50% de la surface. C'est toute l'épiphyse qui est pathologique. Il y a un effondrement. Regardez, la carotte épiphysique pratiquement, elle est à plate. Il ne reste plus rien dans cette zone. Il y a une subluxation externe. Regardez le cartilage de croissance. Il est aligné. Il n'est plus. Voilà. Calcification épiphysienne externe, c'est ce que vous voyez là, les petites boustures que vous voyez là où il y a le G, juste à côté. Il y a cette image. La métaphyse, on voit qu'il y a des petits trucs, c'est des lacunes épiphyso-métaphysiennes, surtout, elles sont du côté latéral, du côté externe. Et bien sûr, il y a des aspects kystiques. Si vous vous rapprochez bien, bon, je ne sais pas, malheureusement, problème à faire, parce que ici, vous pouvez venir le voir, ça ne me dérange pas. Vous allez voir qu'il y a des kystes, des petits trous comme ça, sur la. D'accord? Tout quand vous retrouvez ces signes sur. Hein, vous les voyez là-bas? Non. Eh, je sais pas, peut arranger la qualité de. Ah, ça me dérange pas. C'est pas. خلفاني والله العظيم طولينا D'accord. Est-ce que vous voyez un peu ce que je voulais نعم نعاود والله ما صدروش انا ما صدروش هذا عيان باين دار ندير لها غير pas de problème. Vous voulez que je répète? Alors, après en 84, il y a une classification si vous voulez. Alors la classification de Cochrane, c'était la plus ancienne et c'était la plus connue. Le problème de cette classification, la classification de Cochrane, c'est qu'elle n'était pas reproductive entre un chirurgien et un autre. Donc elle est peu reproductive. Les lésions, comme je vais les voir moi, et comme on va les voir quelqu'un d'autre, c'est pas codifié. C'est pas vraiment. Il n'y a pas de calcul réel à faire. Donc c'est à l'appréciation de l'interpréteur de la langue. D'accord? Donc c'est pour ça que il y a des gens qui commencent à. En plus, elle est un peu difficile. Là maintenant, Salter et Thompson ont classé l'ostéochondrie selon l'étendue, si vous voulez, de la nécrose de la calotte épiphysienne. Et c'est l'étendue. Donc c'est l'étendue de la ligne de fracture sous-chondrale. C'est la ligne, le coup d'angle dont on avait parlé tout à l'heure. En fait, s'il était petit, c'était une forme, s'il était un peu plus large, mais ça c'est généralement au stade de début. Et cette classification trouve un intérêt, si vous voulez, dans l'indication thérapeutique. D'accord? Parce qu'après, vous allez voir que pour poser l'indication chirurgicale, il y a des critères de Thompson et de ça. Ok? Donc, si cette ligne de fracture sous-chondrale, je ne sais pas si vous la voyez sur ces images, hein, elle est supérieure à la moitié de la tête, enfin, inférieure à la moitié de la tête médiane de la tête fémorale. La moitié médiane, c'est
je ne vous cache pas, c'est une classification qui reste abstraite, elle juge un signe d'Européen. D'accord? Bon, mais il faut la connaître parce qu'elle est décrite. Par contre, là maintenant, ça, c'est la classification de Hering, c'est la classification la plus utilisée maintenant. D'accord? Et elle prend en considération le pilier externe. Si vous avez remarqué, le quatrième, quand il a parlé des scénaristes, il s'est basé surtout sur la partie externe de la Terre. Donc, Hering a étudié cette région et il a classé les OPH selon l'état de ce pilier externe. Bon, c'est la plus utilisée, elle est reproductible parce que tout le monde peut garder le schéma en tête, donc il peut la refaire. C'est juste pour. J'ai mis une petite radio en haut où j'ai mis 3 ans, 1, 2 et 3. Donc le pilier latéral, c'est le pilier le plus extrême, d'accord? Mais il ne prend que entre 15 et 20% et 30% de la calotte épiphysique. C'est pas toute la base, c'est les 30% voilà, le côté externe de la calotte épiphysique. Le pilier médian, c'est 50% du centre, c'est pratiquement tout le centre. D'accord? Et le pilier médial, le pilier interne, c'est 20 à 30% qui reste en interne. Ok? Donc, il a mis, lui, au départ, 3 A, B et C. Ok? Donc, dans le groupe A, le pilier externe, c'est normal, il n'y a pas d'interne. Dans le groupe B, il y a une conservation de plus de 50%. Donc, il y a atteinte du pilier externe, mais sans dépasser les 50%. Dans le groupe C, dans le groupe C, conservation de moins de 50% du pilier latéral. Donc, la destruction est plus de moitié. Plus de la moitié, si vous voulez. Ok? Et quelques temps après, il y a d'autres auteurs qui ont modifié cette classification et qui disent que 50%, ça peut être une atteinte moyenne, donc ils ont augmenté un peu le pourcentage et ils te disent que c'est si la tête est inférieure à 75%, donc 25% est ça et 75% sont atteints. C'est 1. C2, c'est plus de 60%, c'est vraiment aplatissement du pilier externe. Donc, c'est la classification la plus utilisée. Elle a un intérêt pronostique parce que le type C, c'est le plus dramatique. Le type A, c'est bien. Le type B, il peut avoir une évolution correcte. Donc, bien sûr, la radio nous permet aussi de voir les séquelles. Et les séquelles aussi sont classées par Studberg et Mohs. Mohs, sa classification, il utilise des cercles concentriques chez les enfants en fin d'adolescence après l'âge de 16 ans. Mais la classification de Studberg classe les séquelles en 6 stades. Dans le type 1, la morphologie définitive de cette phase de l'évolution est normale. Dans le type 2, la tête est sphérique. Elle peut avoir une forme en coxa magna. Le plus grand tronc peut être ascensionné. L'acétabulum peut être pondu, ça veut dire qu'il peut déborder un peu. Mais la tête et le côté sont concentrés. La tête est à l'intérieur du côté. D'ailleurs, on le voit sur l'image en haut. Elle est aplatie, elle a un col court, c'est une coxa magna, mais elle reste à l'intérieur du côté. Le type 3, c'est une tête qui n'est pas sphérique, mais pas aplatie, si vous voulez. Elle prend une forme ovoïde en champignon ou en parapluie. C'est ce que vous voyez un peu sur le deuxième fichier. Le type 5, c'est une tête et acétabulum plat. Je n'ai pas trouvé de radio pour vous mettre.
Donc, elle est plate, le côté est plat, il n'y a pas eu d'évolution, l'un du côté, l'un de l'autre. Et bien sûr, le dernier type, c'est une tête plate, coriace, stabilote, normale. Et voilà un peu la tête plate avec un col et un acétabulote qui est normal. Ok? Maintenant, Moz, lui, il utilise cette classification en utilisant un graphe, si vous voulez, c'est papier transparent, où il y a des trucs concentriques à l'intérieur. Donc, dans le type 1, la tête sphérique, elle a un bon pronostic. Dans le type 2, les têtes sphériques, mais en forme de croissant, pronostic moyen. Et dans le dernier type, c'est le type où la tête n'est pas sphérique, et c'est des évolutions catastrophiques. Bien sûr, on a fini un peu avec la radiographie standard, et il y a certains examens qui ont un intérêt, qui ne sont plus obligatoires maintenant, qui montrent la congruence articulaire, qui peut montrer un conflit entre la tête et le côté, mais l'acrographie de la hanche a perdu son intérêt, elle est de moins en moins utilisée, d'accord? Mais elle peut donner un intérêt pronostic, on peut voir un peu l'évolution des choses en utilisant une acrographie. Et bien sûr, il y a un auteur qui a rajouté une classification qui s'appelle la classification de Laredo. Donc, quand on fait une acrographie dans le type 1, elle est normale, la tête est normale. Dans le type 2, il y a une coxamalina sphérique. Type 3, coxamalina ovoïde. Type 4, coxamalina plate. Et cox 5, Laredo 5, coxamalina avec déformation du labrum soulevé et inversé. Et il y a une concentration de plus de 32. Bon. C'est pas moi qui ai fait ça, mais jamais qu'elle a la classification. Maintenant, il y a un autre examen. Il y a un autre examen qui a perdu son intérêt. Avant, c'était un examen de référence dans l'ostéochondrose primitive de hanche, qui est de moins en moins utilisé. Les radions, les injections de produits contrats, mais il nous permet de faire un diagnostic très. D'accord? Donc, il est peu utilisé en pratique courante, il a la circulation est peu utilisé en pratique courante. Elle trouve sa place au stade infraradiologique, ça nous permet de faire le diagnostic avant la radio standard, mais c'est un examen qui reste long et difficile, et il n'est pas disponible partout. Donc, si vous voyez un peu sur le cliché en haut, est-ce que vous allez suspecter une ostéochondrite primitive? C'est pas évident. Bon, maintenant on voit là, il y a une petite visée. Sur le face, il y a une petite condensation du pilier externe. Mais en faisant une scintigraphie chez ce malade, il y a un schéma à grande ici, vous voyez le trou noir. C'est le début de la nécrose. Ok? Et bien sûr, quelques jours après, ça c'est une radio qui a été faite chez le même malade, quelques temps après, et vous voyez la condensation de toute la partie externe de la tête. Donc, c'est un examen qui reste assez fiable pour faire le diagnostic initial. Maintenant, l'IRM. Bon, je n'ai pas parlé de scanner, parce que le scanner, dans l'OPH, n'a pratiquement pas d'intérêt. Il est irradio, mais il ne nous ramène rien. On peut l'utiliser au stade évolutif pour préparer une PTH, par exemple, pour voir l'état du côté, l'état de la tête, les orientations. Mais pour diagnostiquer, pour la surveillance de cette pathologie, ça ne sert à rien d'utiliser une PTH. D'accord? Donc, par contre, l'IRM est un moyen de diagnostic précoce avant de voir et les signes radiologiques standards et la scintigraphie. Je vous ai schématisé ici, c'est un schéma que j'ai volé, j'ai emprunté de la monographie de la SOFOC en 2017. Si vous voyez bien, sur le cliché du bas, la radio montre
une tête normale. Le même malade a eu une radiographie quelques jours après, on voit le trou d'ordre supérieur. Donc, l'IRM, vous voyez au même stade, d'accord, quand il y a une image d'ostéocondensation, et 15 jours après, regardez, c'est... Non, regardez, le trou sur l'image de droite. Enfin, l'image de ma droite. De ce côté-là. Regardez, sur la radio. La première radio, vous ne suspectez rien du tout. Alors que, regardez, ici, elle est pathologique. En haut, il y a le coup d'homme, la lésion a augmenté. D'accord? Pour vous dire que, même quand l'image est normale à la radio, quand on fait une IRM, regardez, le même jour, la radio du bas, le même jour, on a fait une radio et on a fait une IRM. Radio normale, IRM pathologique. 15 jours après, on la voit sur la radio. Alors qu'on l'avait déjà vu, on avait fait déjà le diagnostic à l'IRM. Pour vous dire que l'IRM est un diagnostic précoce. Maintenant, l'IRM porte un intérêt aussi pour voir tout à fait au début. Elle nous permet de parler, parce que l'IRM, en fait, il y a trois phases. Il y a la phase initiale, où on fait des clichés, c'est ce qu'on appelle le temps T1, c'est des clichés de débrouillation. Après, en T2, il y a des images d'acquisition. Donc, on va voir l'évolution de la circulation sanguine dans ces calottes épiphysiques. Et actuellement, on peut faire ce qu'on appelle les images en 3D de cartilage qui nous permettent de voir toutes les surfaces cartilagineuses et la muscularisation des épiphyses. D'accord? Donc, elle nous permet de faire le diagnostic à la phase ischémique et aussi elle peut nous permettre de mesurer le volume lésionnaire. Regardez ici. Quand on voit des images blanches là, on dirait qu'elles prennent toutes les pistes. Quand on passe en mode T2, regardez, on voit exactement les surfaces lésionnaires. D'accord? Donc ça nous permet de voir, d'apprécier le volume lésionnaire. Ça nous permet aussi de voir les signes associés. La nécrose, que vous voyez dans le cercle noir, l'épanchement articulaire, et bien sûr, sur l'épanchement articulaire, si vous voyez la distension de la capsule à la partie inférieure, c'est la flèche bleue. Et si vous voyez en haut, regardez cette image, la continuité de la carotte épiphysaire qui est montrée par la flèche rouge qui commence à sortir du côté cartilagineux. Parce que le côté, il y a deux côtés. Il y a le côté osseux, c'est ce que vous voyez en morphologie osseuse, et vous voyez comme s'il y avait un triangle noir qui descendait, et ça c'est la partie cartilagineuse, comme c'est des enfants en croissance, donc il y a une partie qui est faite encore de cartilage. Cette partie cartilagineuse, on la voit bien sur l'IRM. D'accord? Et quand on voit que la tête déborde ce côté cartilagineux, c'est là où ça devient critique. D'accord? Donc, ça nous permet aussi de faire la surveillance, de voir dans des séquences de perfusion s'il y a. Alors, cette image, ce cliché est intéressant. Pourquoi? Parce que ça nous permet, au cours de la surveillance, enfin, quand on surveille une épiphyse, bien sûr, on ne surveille pas avec une IRM, mais là, une autre problème primitif, on ne la surveille pas avec une IRM, mais bon, il y a des gens qui font de la recherche. Donc, on voit s'il y a une revascularisation ou pas de la calotte épiphysique. On prend une image initiale, on va voir comment elle est, et après,
on fait une étude de la revascularisation. On injecte des produits de contraste et on voit est-ce qu'il y a des zones qui fixent au niveau de la calotte épiphysaire. Et quand on retrouve des zones qui fixent avec le temps vasculaire, on dit qu'il y a un effort de reconstruction qui se fait à ce niveau. Bon, bien sûr, comme on avait dit que ça permet de voir les structures cartilagineuses, donc on peut voir s'il y a une bonne couverture acétabulaire. Et dans certains cas, même après guérison, certains enfants font ce qu'on appelle l'ostéochondrite disséquante, qui est une complication ultérieure. C'est une complication douloureuse de destruction de la calotte épiphysaire ultérieure après traitement d'une ostéochondrite primitive. D'accord? Ça nous permet de voir des signes de nécrose massive de la calotte épiphysaire. Donc, on va dire un petit mot sur l'IRM. Je vous ai montré ça pour vous dire qu'actuellement, l'IRM est le meilleur moyen du diagnostic et de la surveillance de cette pathologie. Mais, c'est un moyen qui coûte cher, qui n'est pas disponible et qui se fait sur des enfants. Pour prendre un enfant et le mettre dans le tunnel à aimant avec le sang et le stress, il faut le faire, généralement pour les enfants, il faut faire sur des enfants anesthésiés. Donc, ce n'est pas du tout pratique d'utiliser ça comme moyen de surveillance. D'accord? On peut l'utiliser en cas de suspicion. Et bien sûr, l'IRM porte un intérêt très important pour l'orientation thérapeutique. D'accord? C'est même en France, l'assurance en France autorise de faire des IRM de surveillance quand il y a un objectif thérapeutique. Pour ramener assez de preuves pour dire que ce malade, il faut l'opérer. D'accord? Le bilan biologique dans l'ostéochondrite primitive, il est peu important. Donc le bilan classique est normal. Dans certaines formes bilatérales, on peut demander un bilan hormonal, bilan thyroïdien, et aussi dans les troubles de croissance, parce que ça se voit chez des enfants qui ont un retard pondéral, on peut doser l'hormone de croissance, mais ça ne sert absolument à rien pour faire le diagnostic. Maintenant, ces ostéochondrites primitives peuvent se présenter selon des différentes formes. Il faut savoir que selon l'âge, elle peut survenir chez le petit enfant de moins de 5 ans, et là le pronostic est mauvais, et elle peut se voir chez le grand enfant, et aussi le pronostic est mauvais. Pourquoi? Parce que à l'âge de l'adolescence, le pouvoir de remodelage diminue, l'enfant perd son pouvoir de remodelage, donc automatiquement il va avoir des séquelles. Ces séquelles vont être de mauvais pronostics. Quand on voit une ostéochondrite survenir chez une petite fille, il faut faire attention, c'est des formes très bonnes. C'est constaté que l'ostéochondrite de la fille pose un problème de devenir de l'âge. Donc, ils ont un pronostic défavorable. Elle peut toucher dans 10 à 15% les deux hanches. Et bien sûr, l'ostéochondrite est une forme fulminante de l'ostéochondrite de la hanche. Les fragments se détachent, de l'épiphyse. On retrouve des cols prolongés intra-articulaires et c'est des nécroses massives de l'épiphyse. Bien sûr, il y a certains diagnostics différentiels à éliminer. Le rhume de hanche, c'est une infection orale. Enfin, il y a du liquide intra-articulaire. La raideur, elle est peu importante. D'accord? Le bilan inflammatoire peut être perturbé. Et bien sûr, l'évolution est simple. La dysplasie de Meyer, c'est pas la dysplasie de Meyer, c'est des enfants qui ont sur les radios standards. Après l'âge de 4 mois, on ne retrouve pas les épiphyses.
D'accord? Quand on ne retrouve pas des épilepsies, on dit qu'elles sont nécrosées, alors que c'est un retard d'apparition des noyaux épiphysaires. Donc, on peut faire diagnostic avec une hypothyroïdie parce que le socio-côté de l'hypothyroïdie, il est né qui se fait au niveau des calottes, et quand on met le malade sous traitement thyroïdien, il récupère très vite. Les ostéochondrodysplasies, c'est des maladies, des maladies, c'est des maladies osseuses constitutionnelles qui peuvent donner des formes similaires, mais on peut trouver d'autres lésions dans d'autres localisations. L'ostéochondrodysplasie secondaire, bien sûr, on peut être la cause de voir venir une ostéochondrite, elle peut être traumatique. On peut se voir après une correction d'une luxation de hanche, surtout dans les traitements orthopédiques. Elle peut se voir chez les hémopathies, l'hémophilie, les drépanocytoses. Elle peut se voir aussi, la nécrose de la calotte peut se voir chez les enfants qui prennent beaucoup de corticoïdes. Et bien sûr, il y a certaines formes d'irrégularité de la calotte épiphysaire qui est normale. C'est des irrégularités physiologiques qui peuvent se voir chez certains enfants. Maintenant, quelles sont les complications de cette pathologie? Bien sûr, la complication la plus fréquente de la douleur est bien sûr la limitation de l'amplitude articulaire. Ce qui est gênant, c'est des enfants qui souffrent de douleurs précoces, surtout en phase sévère, et bien sûr, à cause des déformations qu'elles engendrent au niveau de la hanche, ça donne des limitations au niveau de la mobilité. Bien sûr, on peut avoir des déformations au niveau de l'extrémité supérieure et supérieure, à titre de coxa plana. Les cols peuvent être courts, coxa vara, ce qui va engendrer un raccourcissement du membre inférieur. Et si ce raccourcissement n'est pas pris en charge, il va y avoir des déformations au niveau du rachis. Bien sûr, les déformations du côté sont fréquentes, avec associé à des déformations de la tête, et bien sûr, s'il y a l'association, s'il y a l'un ou l'autre, ou l'association des deux, bien sûr, c'est l'arthrose et c'est la souffrance ultérieure. Maintenant, concernant la prise en charge. Ça va jusqu'à maintenant, est-ce que je ne vous emmerde pas trop? Hein? Ça va, Julien? Hein? Donc, ça va, il n'y a pas de. Tu ne voulais pas poser des questions, tu ne voulais pas. Je sais pas. Hein? Ok. Donc, on continue. Donc, maintenant, la prise en charge. Donc, la prise en charge de l'ostéochondrite a un but. Le but, c'est d'obtenir une tête sphérique, congruente, à l'intérieur du côté, et bien sûr, pour obtenir une hanche stable, mobile et indolente. J'ai mis le schéma à l'arrière, Raoul Boulsaboul. C'est pour vous donner un peu, ça c'est un petit livret qui est donné en France, par l'Algérie. Il est donné aux enfants qui sont dans des ostéochondrites cliniques. C'est dessiné en forme comme ça, c'est en forme dessinée pour expliquer un peu la maladie et la prise en charge dans la maison, parce que ce n'est pas des enfants qui viennent à l'hôpital, ils les voient, ils préconisent un traitement, et c'est un traitement qui se fait le plus souvent à domicile. Donc on leur donne ça, et on leur explique, pour avoir une tête sphérique, il faut qu'elle soit dans un coquille complet. D'accord? C'est ça le truc. Raoul, sa boule et son boule. Donc tu prends une boule, il la met dans un moule, il la fait tourner à l'intérieur, elle garde ça. Voilà, c'est un peu. Donc, on va commencer par le traitement chirurgical. Bon, c'est une planche qui est hyper chère. Donc, alors, la chirurgie, c'est un traitement. Dans les formes simples, les formes bénignes, on peut se contenter de secouer ses enfants, de demander de diminuer un peu l'activité, surtout le soir. Et bien sûr, les mettre au repos, parfois on préconise des tractions, surtout chez les enfants qui ont certaines graisseurs et des douleurs importantes. Là, c'est pour on va subir la décharge obligatoire. La décharge est obligatoire.
D'accord? Comment faire? Soit béquille, soit on les met sur fauteuil roulant jusqu'à la reconstruction de la tête. Raphaël Seringe a donné une phrase en disant que le moment de la remise en charge du déficit à apprécier, l'apparition d'un liseré d'os sous-pondérable témoigne d'une solidité suffisante. J'ai jamais compris. Les appareils orthopédiques, plusieurs appareils ont été utilisés, d'accord? Mais c'est des appareils qui ont comme objectif de recentrer et de décharger la tête. L'objectif de tous ces appareils c'est de mettre la tête en face du module, d'accord? Et bien sûr, sans qu'il y ait de charge négative. Alors, le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il y a des critères. C'est ce qu'on appelle les critères de Thomson et de Sackler. On n'opère pas toutes les. Alors, ceci dit, ce n'est pas une vérité pour tous les services. Et ce n'est pas une vérité pour tous les chirurgiens. Il y a des chirurgiens interventionnistes qui n'attendent pas, qui ne cherchent pas à parler. Ils disent, moi, la tête risque de se déformer. Je lui donne toutes ses chances pour être à l'intérieur du côté. Il y en a d'autres qui te disent, non, nous on préconise, allez, mono, traitement, ce traitement, mais du traitement non chirurgical, on va orienter doucement la tête. C'est deux attitudes justes. Il y en a une qui est plus longue que l'autre. Chirurgie, c'est tout de suite. Orthopédie, traitement médical, traitement non chirurgical, ça prend énormément de temps. Donc, quels sont les critères qui vous poussent à aller vers la chirurgie? C'est l'irritabilité, c'est la douleur importante de la hanche, la raideur, diminution rapide de la mobilité, l'excentration latérale de la hanche, l'effondrement du mur externe, du pilier externe, et l'apparition des calcifications latérales de côté. D'accord? Donc, si vous voyez ces signes dans une hanche, il faut préconiser le traitement chirurgical. Ceci est juste pour les interventionnistes. Les non-interventionnistes peuvent dire que, bon, on continue avec le traitement orthopédique, on va avoir des résultats. Donc, quelles sont les méthodes qu'on a? Il y a plusieurs, il y en a plein, d'accord? Alors, on les a résumés sur des gestes qui se font sur le fémur, d'autres gestes qui se font sur le bassin. On peut faire des gestes mixtes entre le fémur et le bassin. On peut utiliser certaines techniques pour gérer les complications, comme la butée de hanche. On peut faire des gestes sur le grand trochanter parce que parfois il est saillant, il gêne, il fait un effet calme. Donc, soit en faisant des épiphysiotomes pour bloquer sa croissance, soit en abaissant. Et parfois, à des stades avancés, on peut faire des gestes lourds pour pallier à certaines complications, comme l'intervention de Chiari. Et bien sûr, à des stades arthrosiques ultérieurs, c'est la prothèse totale de hanche. Donc, si vous voyez un peu sur ces schémas, la varisation fémorale, l'objectif c'est de ramener, c'est de diminuer l'angle cervico-terrible. D'accord? Pour faire entrer la tête quand il y a des bords externes, pour la faire entrer du côté, parfois on sacrifie l'anatomie et on diminue cet angle. Bon, on peut mettre des plaques antérieures en faisant des ostéotomies de soustraction interne, on peut faire des ostéotomies. On peut faire toutes les ostéotomies et toutes les ostéosynthèses. Le plus important, c'est de ramener la tête dans l'os. D'accord? En agissant sur le fémur, en diminuant l'angle cervico-terrible. Vous voyez ici, c'est un malade qu'on a opéré dans le service. Il avait tous les signes d'une tête à risque. On a fait des radios dynamique en abduction, vous voyez bien qu'en faisant une abduction, la tête se recentre bien. Et voilà, en post-opératoire, on a
on a fait une ostéotomie d'addition externe. Pourquoi on a mis une addition externe? Parce qu'il était déjà court, donc pour ne pas perdre en faisant une soustraction, on a mis un petit greffon osseux et on a mis une ostéotomie ostéotomie de Salter. Donc, c'est une ostéotomie qui permet de réorienter et de couvrir la terre. Donc, là, on n'agit pas sur l'extrémité supérieure, mais on agit sur le côté. Alors, c'est une mobilisation. Le côté, on le ramène en bas, en avant et en devant. Donc, il est comme ça, on réoriente, on le ramène comme ça pour permettre de couvrir toute la tête fémorale. Voilà, ici, sur une radio d'une ostéonécrose pour laquelle on a augmenté, si vous voulez, enfin, on a réorienté, si vous voulez, le côté. La triple ostéotomie pelvienne. Alors, triple ostéotomie pelvienne, c'est qu'on si vous voulez, on libère le cotyle par tous ses aspects. Côté iliaque et les branches du cadre obturateur. Et après, selon le siège de l'ostéotomie, donc vous voyez, il y en a plein. Salter, c'est une ostéotomie inominée. Dans le pôle le cœur, c'est l'ostéotomie de Salter plus des ostéotomies des branches ilio-ischio-pubiennes qui se rapprochent beaucoup plus du pubis. Style, il fait ses ostéotomies pubiennes au milieu et l'ostéotomie de Carlios, il se rapproche beaucoup plus du cotyle. Alors, l'ostéotomie de Carlios, il n'y a que Carlios et Nadji Prouné qui savent faire. Ah, très très difficile à faire, c'est une seule voie d'abord et il faut avoir les moyens de faire ça. Bon, voilà une image du triple ostéotomie pelvienne de Paul Lecœur qui a été réalisé dans le service il y a quelque temps. Donc vous voyez, des bords externes, ostéotomie, triple ostéotomie pelvienne. Après consolidation, la tête se remonte, elle est donc l'amputée de hanche, ça aussi c'est une malade qu'on a faite dans le service, qu'on a opéré pour subluxation, si vous voulez, pour découverture latérale de la tête. On lui a mis une butée de hanche pour agrandir, si vous voulez, le cotyle et pour bien couvrir. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans certains cas, comme vous le voyez ici, sur la première image, regardez le grand trochanter, il est pratiquement au même niveau de la tête. Donc l'enfant, quand il fait une abduction, le grand troc vient buter contre le cotyle et c'est gênant, ça limite l'abduction et ça fait mal. Donc il y a plusieurs attitudes si c'est au stade de début. Il suffit de mettre une hémiphysiothèse, de mettre une vis dans le grand trochanter et de bloquer sa croissance, comme ça il ne va pas monter à la même hauteur de la tête sur l'homme. Quand c'est déjà trop tard, on peut faire une ostéotomie sous le cartilage de croissance, faire une soustraction, l'abaisser, abaisser les fessiers et le fixer comme vous le voyez sur ce schéma. Donc, l'ostéotomie de Gary, c'est une ostéotomie qui permet d'agrandir les surfaces cotyloïdiennes. D'accord? C'est une photo que j'ai empruntée à Jean-Philippe de Necker. Donc ça permet de couvrir la tête. Ils ont de bons résultats chez des enfants d'un certain âge, à l'âge de l'adolescence. Et ça leur permet de couvrir les têtes et de diminuer les pressions sur les surfaces articulaires. Bien sûr, le stade ultime, c'est le stade arthrosique avec souffrance, douleur. Donc c'est les pétales. Bon, maintenant le traitement médical, actuellement, ils ont observé, certains auteurs scandinaves ont observé qu'en mettant des bisphosphonates, c'est le traitement qu'on donne pour les chirurgies imparfaites, pour les maladies de l'ostéoporose, donc on avait un bon résultat sur l'évolution de cette pathologie. Tout ça ne suffit pas, ces malades doivent être orientés en rééducation. C'est très important que ça soit bien pris en charge parce qu'on discute avec eux, on leur apprend à faire de la mobilité, ils font de la kiné, ils font de l'ergothérapie, on les met surtout dans une piscine, on décharge, c'est bien pour garder les forces musculaires, pour garder la mobilité articulaire et pour ne pas avoir des, la décharge
va engendrer des décalcifications osseuses, donc on les met en rééducation, on va garder ce capital osseux et essayer d'améliorer le pronostic de ces malades. Il faut savoir que la prise en charge de cette pathologie est multidisciplinaire. C'est tout le monde qui doit mettre la main à la pâte. Donc, c'est le médecin, l'infirmier, l'école, tout le monde, le psychologue, tout le monde. Et bien sûr, nous, on vient, figurez-vous que nous, normalement, on vient au dernier moyen de la chaîne. Donc, l'orthopédiste est là pour corriger un peu les dégâts et intervenir pour éviter qu'il y ait des aggravations. Donc, on a essayé de faire un schéma décisionnel. Arrêtez de prendre ça parce que ce n'est pas publié, c'est juste un peu. On a essayé de voir tout ce qui est écrit dans la littérature. D'accord. Donc, c'est pas. Je ne peux pas vous dire que c'est juste à 100%, parce qu'il faudrait discuter avec d'autres personnes qui font ça. D'accord. Si vous voyez, inférieur à 3 ans, il ne faut surtout pas le toucher. Donc, c'est retrouvé un peu dans toute la littérature. Ce n'est pas nécessaire d'opérer, il faut surveiller, mettre en décharge, favoriser les positions d'abduction avec les culottes. Si l'enfant est entre 3 et 6 ans, il y a 50% de nécrose. Là, il a fait à 50% des charges kiné surveillance. Supérieure, il y a une découverture, c'est la chirurgie. S'il y a une couverture, même avec 50% de nécrose, c'est la surveillance, abduction, décharge. Maintenant, supérieur à 6 ans, c'est la même chose un peu. S'il y a moins de 50% de nécrose, il y a une découverture sur la chirurgie. Il n'y a pas si la tête est toujours ouverte. C'est en second contrat de surveillance. Et bien sûr, plus de 6 ans, découverture, tétaris de Tantran, type 3 de Eric, Thompson et Harris, Salter. Thompson et Salter, qui de Thompson sont présents, c'est la cheville. D'accord. Voilà un peu ce que je peux vous dire, mais je ne cesserai de vous dire que ça reste une maladie mystérieuse. Il ne faut pas négliger les douleurs de la hanche de l'enfant. Il faut faire attention aux douleurs projetées. Le bilan radiologique suffit pour faire le diagnostic. Il faut penser à demander une IRM quand vous suspectez chez le garçon, 4, 6, 8 ans, petit de taille, turbulent. D'accord. Il ne faut pas hésiter, même au stade infraradiologique, de demander une IRM. L'IRM est l'examen de choix pour voir l'évolution, chercher les complications, voir l'évolution, mais ce n'est pas un examen de routine qui coûte cher. Donc, il faut savoir le demander. On ne demande pas des IRM à tous les enfants. D'accord. Il faut les confier à nos confrères kinés, rééducateurs, ergothérapeutes. Il faut discuter, envoyer des courriers à leurs écoles, leur dire que c'est des enfants qu'il faut scolariser, pas des enfants qu'il faut mettre à 3 ans après. D'accord. Il faut expliquer, prendre le soin d'expliquer aux parents que c'est une maladie évolutive qui risque de prendre énormément de temps pour obtenir la guérison. Donc il faut leur faire rentrer ça dans leur tête. Il faut savoir prendre la décision d'immobiliser l'enfant. Un enfant turbulent qui n'écoute pas ses parents avec des parents d'un niveau intellectuel particulier, il ne faut pas hésiter à les prendre par atteindre en abduction, une barre qui a un balai, très bien. Voilà. Sûr, il ne va pas marcher, et sûr, il est en abduction, les hanches sont à l'intérieur. C'est vrai que c'est astreignant. Il faut savoir aussi demander des radios comme il faut. On n'irradie pas les enfants, ils ont tous des cartons comme ça de radio. C'est vraiment. Je fais la première radio, je fais le diagnostic, et après, première, deuxième, troisième consultation, je ne fais pas. Quatrième consultation, je fais une radio pour voir. Je sais qu'il y a des phases excellentes. Donc,
Pourquoi demander chaque semaine, chaque 15 jours pour une radio? Donc, il faut savoir espacer ces radios selon les stades évolutifs de la maladie. Je vous remercie. Et s'il y a des